Comment évalue-t-il les médias congolais d'État, RTNC, Renatelsat et ACP, mais aussi les médias privés? Est-ce que la communication de la République démocratique du Congo a-t-elle été meilleure sous sa direction? Mais aussi bilan du gouvernement de la coalition FCC-CACH condamné par le président de la République. Face à face spécial ce lundi 22 février après le journal de 19h. Je reçois David Jolino Makelele Diwampovesa, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Autant de médias que de partis, tous peu viables et en concurrence loyale ou déloyale, avec des médias plus viables venus de l'étranger. Un gouvernement d'une coalition qui a vécu parce que pas efficace, je cite le président de la République, discours tenu en octobre, mais aussi le 6 janvier, discours d'annonce de création de l'Union sacrée. Monsieur Jolino Makelele Diwampovesa, bonjour. Bonjour Monsieur Christian. Vous êtes ministre de la Communication, des Médias, première partie, ministre porte-parole du gouvernement. Exact. Commençons par le secteur. Qu'est-ce qu'on peut dire des médias congolais aujourd'hui? En rappelant que vous avez la tutelle de la RTNC, du Renatelsat et de l'agence congolaise de presse, ACP. Merci pour votre question. D'abord, il faut dire que c'est une nécessité pour le pays d'avoir des médias qui soient solides et qui puissent apporter l'information nécessaire là où elle est nécessaire, c'est-à-dire en particulier là où le Congolais doit exercer son droit à l'information. Et les canaux sont justement la Radio-Télévision nationale congolaise et l'Agence congolaise des presses et le Renatelsat, qui sont des établissements publics. En tant que tels, ces établissements sont dotés d'une autonomie de gestion. Et donc moi, je suis là comme le responsable qui impulse la politique du gouvernement, d'une part, et d'autre part, contrôle a posteriori ou a priori la politique qui est menée en cette matière au niveau de ces établissements. Avant de parler de tous les médias en règle générale, vous avez parlé de, excusez-moi de vous interrompre, vous avez parlé de politique du gouvernement. En la matière, quelle est-elle? La politique du gouvernement, c'est d'abord parler. Et ça, c'est mon credo. Dès que je suis arrivé, j'ai dit ceci. Moi, ce qui sortira de ma bouche, ce sera la vérité. Ce qui sortira de ma bouche sera la vérité. En d'autres termes, je ne mentirai pas. Je ne raconterai pas des histoires. Des histoires abstruses, ça ne viendra pas de moi. Donc, c'est quelque chose qui a été, je pense, comprise et les résultats, je pense qu'il est là, sans vouloir faire un bilan. Vous m'avez jamais pris en défaut, vous journalistes, de mensonges d'État. Qu'il ait été question au niveau de l'occupation par la Zambie d'une partie du territoire congolais, j'avais dit ce que j'avais dit. Certains d'entre vous avaient même douté, plus que douté, et la vérité a fini par éclater. On a dit que ce que j'avais dit était conforme à la réalité du terrain. Et pour ne rien dire, pour prendre l'actualité la plus récente, j'espère qu'on va y arriver, lorsque je dis que effectivement le président de la République était l'objet de blocage pour la mise en place de sa politique telle que voulue par le Congolais, les gens m'ont dit c'est du fanatisme, on cherche des prétextes. Mais lorsque je me suis mis à énumérer les éléments que j'ai qualifiés de blocages à tous les niveaux, peut-être qu'on va y revenir, les gens ont compris qu'effectivement c'était du sérieux. Et par ailleurs, lorsque le gouvernement fait des réunions, en particulier au niveau du Conseil des ministres, j'étais là pour rapporter ces informations. Et les informations ont été rapportées. Nous avons tenu au total 54 conseils des ministres. 54 conseils des ministres dont j'ai fait 51 comptes rendus. Et donc, j'ai tenu absolument à innover aussi dans la matière, c'est-à-dire être les plus exégètes que possible par rapport à ce qui est développé, de manière telle que la population puisse mieux connaître ce qui a été fait et ce qui a été dit au niveau du gouvernement. Politique de gouvernement de vérité par rapport aux médias, ou en tout cas à l'information, à la diffusion de l'information. Revenons à l'état des lieux du secteur. RTNC, Renatelsat, ACP, aujourd'hui, médias fiables et viables? Non. À mon arrivée, je les ai trouvés comme ça. Et mon combat, c'est justement de les rendre fiables et surtout
que ces médias soient en situation de répondre aux objectifs qui sont les objectifs de l'État, c'est-à-dire un service public de qualité qui donne l'information, qui diffuse les informations de la manière qui soit considérée comme la meilleure que possible. Et donc, mais il y a plusieurs raisons au caractère, j'allais presque dire, rétrograde, entre guillemets, de ces établissements publics par rapport à ce qu'on aurait souhaité qu'ils fussent, mais c'est ça la réalité aussi. Donc je me devais de faire avec ce que j'ai trouvé et j'ai commencé les réformes. On va peut-être commencer, je parle de la RTNC par exemple, la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Quatre problèmes peuvent se poser à la RTNC. Un problème de gestion proprement dit, un problème managérial. Deux problèmes des moyens financiers. Trois problèmes d'équipement. Et problème de ligne éditoriale. Parlons de la ligne éditoriale. La ligne éditoriale, j'ai estimé, mais les blocages sont importants, que la ligne éditoriale de la RTNC ne correspondait plus à la ligne éditoriale telle qu'elle doit être. C'est-à-dire que c'est une ligne qui doit tenir compte du pluralisme politique et social. Deuxièmement, que cette ligne soit portée par des gens qui sont des gens qui ont une certaine indépendance d'esprit, en tout cas qui ont les services publics dans leur tête, à savoir qu'il y a une diversité d'auditeurs et de téléspectateurs. Et troisièmement, et quitter le monde de Djalelo où l'information devient comme une marchandise. Passer du Raïs Kabangé à Fachi Béton. C'est-à-dire que non, je parle de marchandisation de l'information. Vous voyez, par exemple, les pages magazines. C'est quoi ça comme information? Dans une chaîne de télévision, page magazine, où on loue, j'allais presque dire, les œuvres d'un homme politique ou d'un acteur quelconque, alors que nous avons des chaînes qui sont thématiques. Par exemple, la chaîne RTNC Développement peut très bien s'occuper de ce qui est fait en province par nos élus, dont moi-même, par exemple. Mais c'est pas au niveau de la RTNC, télévision nationale, où on va trouver des gens qui font reportage. Je suis allé inaugurer, je sais pas moi, telle fontaine, ou pompe, je ne sais pas quoi. Vous en avez vous-même profité? Oui, non, mais le moins que possible. Sauf lorsqu'il m'est arrivé de faire de la communication gouvernementale. Là, il s'agit de la communication en matière de Covid. On va peut-être en parler. Donc, au niveau managérial, il y a aussi le problème, justement. Quand les gens qui doivent faire cette télé, cette radio, ils doivent être des gens motivés et j'allais presque dire, aptes à faire ce travail-là. Tout le monde a souligné le fait que l'actuel ministre a multiplié les salaires par 2 à la RTNC. De quelle motivation parlez-vous? Vous parlez de motivation, vous parlez de compétences. En ce qui concerne la gestion de la RTNC. Non, je dis, lorsque je suis arrivé, j'ai trouvé par exemple des gens qu'on appelle communément les collaborateurs. Les collaborateurs sont des gens qui sont là, ils étaient plus d'une centaine, qui travaillent, mais qui ne sont pas rémunérés et qui n'ont pas de droits. Alors moi, peut-être que je dois rappeler ici que je suis un ancien DRH de la GCAMIN Bruxelles, donc directeur des ressources humaines, et je sais de quoi je parle. Lorsque vous avez un employeur qui donne une mission, un travail à effectuer par un collaborateur ou un monsieur, en payant quelque chose, et ce monsieur est dans un lien de subordination par rapport à l'employeur, le contrat est là, il est parfait. Et donc, c'est un contrat verbal qu'il faut formaliser. Vous les avez tous formalisés? En tout cas, j'ai fait le nécessaire, demandé au conseil d'administration, ça c'est encore un autre point, et j'ai pris tout ce que j'avais comme revendications sont passées au niveau du conseil d'administration, et la grande majorité de ces gens ont été régularisés. Vous avez parlé de management, vous avez parlé de technique. J'ai pas fini avec le management. Oui. Deuxièmement, vous savez que l'établissement public RTNC a 2 organes, la direction générale et le conseil d'administration. Le conseil d'administration, c'est l'organe d'orientation et de décision. Et cet organe de décision, d'orientation et de décision ne se réunissait plus depuis plusieurs mois.
Parce qu'il avait été décidé comme ça. Par qui? Par des gens qui sont tout puissants, qui ont décidé en leur sein. Qui sont tout puissants? Écoutez, au sein de la RTNC? Au sein de la RTNC, ou en dehors des politiques en dehors de la RTNC? Et puis avec un laisser-faire gouvernemental. Des gens qui sont plus puissants que le conseil d'administration? Oui, il y en a existé, ça a existé. Ou qui ont décidé que les réunions ne se tiendront pas, que les jetons de présence ne se donneraient plus. Et donc, finalement, on est resté dans cette situation-là. Moi, à mon arrivée, j'ai constaté cela et j'ai dit que c'est impensable, inimaginable. Et donc, j'ai remis le conseil d'administration dans ses droits. Le conseil s'est mis à se réunir, à prendre, à donner les orientations et à décider. Les résultats sont, entre autres, ce que je viens de vous dire. Les promotions qu'on a vues, les gens qui entrent aujourd'hui, il termine l'université où il est ami cousin et qui devient directeur. Tout ça, je dis, je ne veux plus de ça. Et par ailleurs, même dans l'image de la télé, c'est une image qui n'est pas favorable. On est passé, c'était difficile que ces gens-là aient fait l'aggiornamento, c'est-à-dire passer d'une télévision où on glorifiait à longueur de journée un pouvoir. Raïs Kabange. Et puis, c'était difficile parce que les acrobaties, on les voyait. On voyait que ce sont des gens qui ne font pas les choses avec leurs convictions. Et troisièmement, il y a quand même l'image. La télé, c'est aussi un message. Un message, vous le savez mieux que quiconque, c'est un vecteur. Quand vous voyez les présentateurs, les présentatrices, tout ça, et parfois, ce qui est dit, souvent, il y a de très bons journalistes, je dois d'abord le dire, il y a de très bons journalistes, mais qui sont parfois souvent mal utilisés. Mais il y a aussi des journalistes qui ne sont pas à leur place, parce qu'ils ne représentent pas l'image dont on a besoin pour la RTNC. Et donc, quand vous voyez tout cela, il faut par ailleurs moderniser la RTNC. Les moyens, c'est par exemple la redevance. La redevance pour la télé et la radio, elle est difficile à récolter. Elle est difficile parce que, prenons l'exemple, la loi permettait à la RTNC, par exemple, de percevoir les redevances au niveau de la douane, hein? C'est-à-dire tout ce qui est appareil tous les véhicules neufs ou d'occasion importés devraient être taxés à leur entrée sur le territoire congolais. Pour autant qu'ils aient un appareil radio ce qui est quasiment le cas pour tous. Alors, mais tout cela devait être fait. On devait commencer au niveau de la douane. Mais finalement, avec des blocages, vous le savez, il y a eu des dispositions que le gouvernement ancien, a convenu avec la FEC, qui a fait que finalement, ces dispositions n'ont pas été appliquées. Moi, à mon arrivée, j'ai tout fait pour que ces redevances puissent être perçues. C'est comme ça que je me suis impliqué pour qu'au niveau des provinces, en tout cas, cela soit le cas. Vous n'avez qu'à demander au gouverneur Ngobila la pression que j'ai mise pour que la RTNC récupère ses redevances. De même, les efforts ont été fournis pour que la SNEL et la DGI puissent également faciliter la tâche à la RTNC pour qu'elle puisse avoir de l'argent. Mais en même temps, je défends le budget de la RTNC au niveau du gouvernement. Donc je fais en sorte que cette année, par exemple, le budget ait pu élever le niveau des recettes qui sont attendues par la RTNC au niveau du gouvernement. Et ensuite, il y a aussi la formation. Mais tout ça, ça va nous amener. Je crois qu'on peut en parler longtemps, mais alors, la question c'est, vous dites qu'il est indispensable d'avoir des médias solides. Là, on est dans les médias officiels, on ne va pas pouvoir parler de Renatelsat et de ACP comme on a parlé de la RTNC, sinon on ne parlerait pas des médias privés et des autres terrains d'action qui sont le vôtre. Le constat pour la RTNC est le même pour le Renatelsat et l'Agence congolaise de presse? En termes de management, oui. Et je vous dis que nous avons trouvé toujours des revendications, beaucoup de revendications des travailleurs. J'ai reçu les délégations syndicales de 2 établissements publics et j'ai essayé de trouver des solutions. Ce sont quasiment de même ordre. Mais surtout, j'ai tout fait pour que le personnel soit aussi à l'aise. Je me suis donc battu pour obtenir une augmentation de niveau de rémunération de ces agents. Les barèmes ont été revus à la hausse pour ces 2 établissements et je crois qu'ils en sont contents. Pour le reste, il faut les moyens. ACP, je me suis déplacé pour voir dans quelles conditions l'ACP travaille. C'est des conditions
extrêmement difficile, mais nous avons tout fait pour que dans le budget 2021, ils puissent disposer des moyens. Vous parlez du budget. Par ailleurs, il y a aussi ces établissements ont fait l'objet des spoliations de leurs biens. Je me suis impliqué, que ce soit RTNC, Renatelsat et ACP, pour récupérer ce qui leur était dû. Et je crois que ça n'a pas été facile, mais c'est quasiment fait. En parlant de moyens, la question qu'aucun ministre n'évite au cours de cette émission. Quel était votre budget en 2020 ? À quel niveau a-t-il été réalisé ? Bon, on va faire peut-être du coq à l'âne. Je vais vous dire la situation des recettes, mais je vais vous prendre, puisque le temps nous est compté, je vais vous prendre une partie seulement des recettes. Je vais vous prendre les recettes qu'on qualifie des droits d'exploitation. En ce qui concerne la télé numérique. À mon arrivée, j'ai trouvé près de 286 chaînes de télévision. 286. Sur toute l'étendue du territoire. 286 chaînes. Je parle de Kinshasa. Kinshasa. Et de radio et télévision ou uniquement TNT? Radio et télévision. Ah, ok. TNT. Et la particularité, c'est que ces chaînes-là n'avaient pour la plupart aucun document qui leur permettait d'exister comme chaîne. Et donc, ils ne pouvaient pas payer des droits à l'État. Pourtant, les droits sont fixés par l'État dans les textes légaux, mais ça ne payait pas. Si vous voulez, je peux vous montrer, illustrer cela par un exemple. Voici le rapport relatif à l'examen du projet de loi portant reddition des comptes de la loi de finances du pouvoir central pour l'exercice 2018. Ça, c'est le rapport de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent ceci. De la contre-performance des actes enregistrés pour l'exercice 2018. Voilà, au niveau du ministère de la Communication, refus des opérateurs politiques propriétaires des chaînes de radio et télévision privées de payer les droits, taxes et redevances. Ont-ils le droit de refuser ? Force doit rester pourtant à la loi, et c'est ce que je vais vous montrer. La même chose jusqu'à l'exercice 2020, pour les résultats 2019. Voici le rapport. Même constat. Quasiment même constat. On vous dit, le motif à la base du refus des assujettis de payer les droits. On dit, la quasi-totalité des organes de presse appartenant à des dignitaires de la République, les paiements sont rares. En 2020. Si en 2018... non, ça c'est les 2019, c'est-à-dire que c'est les budgets... L'année de l'alternance. L'année d'avant. Quand j'arrive, je veux vous dire, je trouve pour les exercices 2016, 2017, 2018, un total de moins de $60 000. Moins de $55 000 pour les 3 exercices 2018, 2019, 2017, 2018. Écoutez-moi bien, moins de $55 000 par an, pardon, pour les 3 années. Moi, j'arrive en 2019, je commence comme d'habitude ma méthode, dialogue, j'expose les lois, les textes et j'invite les gens à faire ce qui doit être fait, c'est-à-dire appliquer la loi. Premier exercice, j'arrive à convaincre certains qui étaient récalcitrants à payer. Rien que le dernier trimestre 2019, je réalise à peu près $17 000. Mais j'ai fait encore des dialogues, j'ai réussi tout le monde, toute la corporation, et à partir de là, j'ai dit, maintenant, vous allez vous incliner face à la loi. Qui que vous soyez, il n'y a pas d'intouchable, il n'y en a plus. Au mois de janvier, ils ont des difficultés, ils m'ont demandé un moratoire. Février, ils ne payent toujours pas un moratoire. Mars, vous savez ce qui arrive, c'est la Covid. La Covid-19 arrive, là c'était le prétexte. J'ai dit alors, dans ce cas-là, on paye avril. Toujours pas. Mai, toujours pas. Juin, j'ai dit, écoutez, au deuxième semestre, si vous ne commencez pas, moi je commence à déconnecter. Parce que vous n'avez pas les papiers en ordre, je ne vous ai pas donné une autorisation d'exploitation, et au surplus, vous n'avez pas payé. Quand j'ai commencé à montrer le muscle de l'État, après avoir convenu avec les concernés par la méthode de négociation, ça a commencé à donner les résultats. En manière telle que, aujourd'hui, écoutez-moi bien, entre juillet,
juillet, août, septembre et octobre, je viens de réaliser, écoutez-moi bien, près d'$1 million de recettes. Au lieu de 55 000 sur 2 années. Sur 3 ans. 3 ans. Sur 3 ans. Je viens de faire en 4 mois et demi près d'$1 million. Et ça, ce n'est que la TNT, ville de Kinshasa, télévision. Monsieur le ministre, le budget arrêté en exécution est de quel ordre? À peu près $1 200 000. Pour le ministère? Oui. Seulement? Oui, évidemment, la grosse partie va à l'établissement public RTNC qui emploie plus ou moins 3000, en tout cas plus de 3000 personnes. Et en exécution? En exécution, l'exécution se fait plutôt difficilement puisque ça dépend de la situation de la trésorerie naturellement. Rascom, encore... Parlons Rascom, vous pouvez nous dire à quand interviendra la prochaine coupure? Merci pour la question, c'est une question importante. Je dois dire d'abord, pour les téléspectateurs ou les auditeurs, Rascom, c'est une société, une institution qui a pour objet, entre autres, de mettre à la disposition des États, notamment les États africains, un satellite qui leur permette de faire diffuser leurs images au-delà donc de leur contrée, de leur espace normal. Dont la RDC est actionnaire. Voilà. Alors, et la RDC a contracté donc un abonnement auprès de Rascom, et abonnement dont profite la RTNC, les chaînes nationales. Et cet abonnement coûtait, à mon arrivée, près de 780 000 euros par an. Un peu moins d'$1 million. Oui, pratiquement, presque $1 million. Et aujourd'hui? À mon arrivée, j'ai presque tapé du poing sur la table. J'ai dit que ça ne pouvait pas continuer comme ça, c'est un montant. J'ai fait une mission en France, à Dubaï, et j'ai ramené des propositions. Et au terme de ces propositions, on devait arriver à pratiquement la moitié de ce qui était payé. Mais comme on devait y aller doucement, nous avons convenu avec Rascom, via mon collègue de Petentic, de payer un abonnement de 500 000 au lieu de 760 000. 500 000 dollars ou euros? 500 000 dollars au lieu de au lieu de presque $1 million. À qui profitait la différence? Je n'en sais rien, je ne cherche pas à savoir. En tout cas, moi, le plus important, c'est que l'État ne puisse dépenser que ce qui doit être dépensé. J'ai obtenu cela. Mais j'estime que ce n'est pas normal parce qu'il y a des chaînes qui ont migré sur ce satellite-là sans avoir payé quoi que ce soit et sans qu'il y ait un acte légal qui oblige l'État à le faire. Ce sont des chaînes qui ont migré pour des raisons d'opportunité politique que vous connaissez. Ils sont à peu près entre 12 et 14 chaînes et qui ont migré gratuitement. Et donc, quand l'État congolais paye les 500 000 dollars, il paye aussi pour ces chaînes-là. Moi, j'ai réuni tous ces mondes-là et par le dialogue, je suis arrivé à leur dire que ce n'est pas possible qu'on vive aux mamelles de l'État sans contribution quelconque. Et au moment où je vous parle, je les ai réunis, le principe est acquis que ces gens-là, ces grandes chaînes que vous connaissez sur la place congolaise ici, ont accepté le principe de contribuer. Donc, ils vont payer la moitié de la facture que l'État paye à Rascom à partir du deuxième trimestre de cette année en cours. Et ils payeront la moitié, donc c'est une innovation importante et presque une victoire. On a beaucoup parlé aussi de l'aide à la presse. Une idée un jour du gouvernement, une idée qui toujours n'a jamais été réalisée. Elle le sera toujours non réalisée? Nous nous sommes battus, en tout cas, pour faire admettre le principe qu'on donne de l'aide à la presse. Je vous ai parlé tout à l'heure des états généraux de la presse. Le principe est acquis pour qu'on donne une enveloppe de 2 millions de dollars américains à la presse. 2 millions de dollars? Oui. Divisé comment? Mais ce sont justement les médias eux-mêmes qui vont déterminer les critères qui veilleront à ce que cet argent soit reparti de manière à satisfaire les demandes émanant des organes de presse. Mais je peux vous dire que c'est la raison pour laquelle j'en appelle encore
aux États généraux de la presse, qui vont, j'en suis sûr, sortir des éléments qui permettront de cadrer les critériums d'éligibilité à cette aide à la presse. Parlons de ces médias privés qui payent maintenant, que vous leur demandez de payer et qui ne payaient pas hier. Les acteurs politiques. Mais est-ce que ces médias privés sont viables et fiables? Dans le sens où, la même question que je vous ai posée pour la RTNC, est-ce que ces médias sont de qualité? Qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait pour que ces médias soient de meilleure qualité? Est-ce qu'ils sont viables économiquement parlant? Puisque pour 286, beaucoup n'ont pas payé. Je suis même très surpris du $55 000. Je pense que pour les 3 années, je crois qu'il y a 1 ou 2 médias qui doivent faire quasi la totalité de ces taxes. Et il se pose aussi d'où se pose une autre question. Sont-ils en concurrence loyale? Certains qui payent, certains qui ne payent pas. Non, moi personnellement, quand je suis arrivé, j'ai dit tout le monde sur un même pied d'égalité. Aussi simple que ça. Commencez par être en ordre avec l'État. La puissance publique doit s'affirmer. Vous êtes en ordre, vous allez être sur le spectre médiatique. Si vous n'êtes pas en ordre, évidemment, c'est pas possible. Donc j'ai commencé par là. Soyez d'abord en ordre. Deuxième étape, mais je vais vérifier le contenu. Le contenu, c'est-à-dire ce que je vais vérifier, c'est le cahier de charges. Cela ne relève pas de vous, cela relève du CESAC. Oui, mais moi, quand on vient solliciter l'avis favorable pour être opérateur, il y a un cahier des charges qu'il faut remplir. On vous dit, il faut que vous ayez un média qui soit équipé, un média qui puisse avoir une ligne éditoriale particulière, qui doit respecter les programmes, autant de pourcentage de programmes locaux, ainsi de suite. Je vais vérifier, ça c'est dans mes compétences. Et quelles sont les conclusions de ces vérifications? Les conclusions au stade actuel, très peu, je dis bien très peu de médias respectent ces critères-là. Du fait de ce constat, que faites-vous? Mais je vais agir, puisque je vous ai dit, la première des choses, c'est assainir, c'est-à-dire commencer par éliminer ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas des papiers et qui ne savent pas payer les droits dus à l'État. Deuxième étape, ceux qui ne respectent pas ce qui a été convenu dans le cahier des charges. Ceux-là, ils ne seront plus là, dans le paysage audiovisuel. Et après ça, et pour cela d'ailleurs, je suis en train de restaurer l'inspection, un service d'inspection qui est rattaché au secrétariat général chez moi et qui va faire en sorte que, après, tout ce qui est médias en ligne, nous verrons les télévisions, nous verrons les radios communautaires, etc., confessionnelles, et enfin, nous aurons la presse écrite. La presse écrite, c'est la même chose. Il y a des journaux qui apparaissent le matin et puis qui réapparaissent 2 mois plus tard, selon la manière dont ils sont influencés. Et donc, je veux quand même qu'il y ait du sérieux et que le journaliste puisse demain faire en sorte que nous ayons une presse qui soit sérieuse, une presse qui soit viable. Et surtout, entre autres, c'est une presse, parce que c'est pas normal quand vous avez une chaîne de télé qui n'a qu'un laptop et qui émet, pas de personnel, pas de qualité, programme, et j'allais presque dire inadapté, etc. C'est indigne de notre pays. Sur 286 médias, vous avez dit qu'il y en avait 286 qu'on arrivait, combien survivront? Je pense que très peu. J'ai pas l'impression qu'on dépassera les 50. J'ai pas comme ça. Mais ce qui est déjà certain, c'est que j'ai commencé maintenant l'opération. Les gens ont cru que la puissance publique allait s'affaisser, excusez-moi l'expression, devant des puissants détenteurs des médias. Il y en a qui m'ont déjà promis d'ailleurs de me faire sauter de mon fauteuil, comme cela a été, semble-t-il, le cas avec un de mes prédécesseurs, Toussaint Chilombo, semble-t-il, qui a été défenestré parce qu'il a eu affaire au 4e pouvoir, entre guillemets. Moi, je dis, le président de la République a dit qu'il veut que le média devienne effectivement le 4e pouvoir. Mais le 4e pouvoir en respectant les textes
et en faisant en sorte que l'État donne les moyens. Donc moi, je veux qu'il y ait peut-être très peu, mais des qualités et auxquelles on donnera les moyens de l'État. Et là maintenant, vous l'avez peut-être suivi, je suis passé au stade, j'allais dire, de l'action. Il y a plusieurs chaînes dont certains appartiennent à des tout-puissants, qui ont été déconnectés. C'est inimaginable, des choses qui étaient inimaginables il y a encore quelques mois. Mais je n'ai pas hésité, qui que vous soyez, et vous allez voir des grands noms de la politique, des tout grands, mais je n'ai pas hésité parce que tel est le cas. J'ai donc dit, vous n'avez pas de papier ou vous n'avez pas payé, je suis désolé, vous vous mettez de côté. Pour que les médias soient viables, il faut que les journalistes compétents soient aussi rétribués à la hauteur de leurs tâches. Qu'est-ce qui est fait par votre ministère dans ce sens-là ? Voilà, j'ai fait ce constat-là et j'en ai appelé aux États généraux de la presse. Les États généraux de la presse pour lesquels le gouvernement vient de m'accorder un budget, des crédits qui ne sont pas forcément de l'ordre que ceux que j'attendais, mais qui sont quand même là et dont je pense qu'avec l'apport des partenaires extérieurs permettront... Encore les partenaires extérieurs. Mais c'est-à-dire pour notre presse, pour notre cuisine intérieure, encore les partenaires... Non, c'est-à-dire que si nous voulons faire des choses à minima, je peux bien le faire. Je sais faire des choses à minima, mais la réflexion, de mon point de vue, ne sera pas complète si nous n'avons pas... nous n'associons pas tous les corps. Moi, je veux pour ces États généraux associer tous les journalistes qui sont reconnus comme journalistes, de tous les grands organes de presse. Je vais associer les magistrats, les avocats, les députés, les sénateurs, les experts internationaux pour réfléchir sur la presse de l'an 2030, mais à compter de 2021. Et à partir de là, les réflexions qui seront sorties de ces États généraux, pour moi, j'ai pris l'engagement de les couler sous forme légale, c'est-à-dire loi. Ou arrêté ou éventuellement décret. Donc je veux, et ce sera fait de manière consensuelle, c'est-à-dire tout le monde aura concouru à l'exercice de cette manifestation du renouveau. Les médias de 2020 en République démocratique du Congo qui sont submergés par les médias internationaux qui, eux, ont des régies publicitaires, qui, eux, ont pour certains des financements internationaux, ne seront-ils pas encore plus affaiblis de voir cette expertise internationale venir à la rescousse de médias d'un autre monde, dans un pays, de sujet de tant de convoitises ? Moi, je dis d'abord à nos médias, à nous, ici au Congo, ces médias ont leurs particularités. Nous n'allons pas singer tout ce qui s'est fait dans les radios, télévisions étrangères. Et le cahier de charge, d'ailleurs, vous impose un certain nombre de programmes d'action qu'il faut faire. Il faut au moins 50% de la production autochtone congolaise. Mais pourquoi est-ce que vous ne l'imposez pas aux médias étrangers ? À l'étranger, vous avez dit que vous étiez directeur des ressources humaines à la GECAMIN en Belgique. En Belgique, pour ouvrir un média, il faut au minimum 4 heures de production locale, que l'on soit média local ou étranger. Et ces médias étrangers ont l'obligation d'avoir la personnalité juridique du lieu d'où ils veulent émettre. Pourquoi ne pas imposer tout ça aussi en République démocratique du Congo ? Eh bien, la réflexion, je l'ai menée. Et j'ai même fait des notes au niveau du gouvernement. Et en attendant, naturellement, ce sont les chaînes émettent à travers des bouquets. Des bouquets qui sont Canal+, ici, et pour nous, parce que ça, c'est aussi quelque chose que les gens oublient, nos chaînes, comme la RTNC, peuvent émettre à l'étranger aussi. Il y a des bouquets, Théma, etc., à partir desquels on peut suivre les chaînes congolaises, etc. Et donc, pour moi, c'est quelque chose de vital parce qu'il faut que la concurrence soit une concurrence loyale. C'est pas parce que c'est pas l'argent qui doit déterminer le type d'information que nous et le type de culture auquel nos compatriotes ont droit. Et donc, mais l'argent peut y aider. Quand on a un média de meilleure qualité, qui est dans les mêmes conditions que d'autres médias qui sont déjà aidés dans leur pays d'origine, la qualité du média congolais va augmenter. Qu'est-ce qui est fait pour ça ? Quand on voit par exemple que certains médias étrangers ici ne payent que la diffusion et ne payent pas de taxes,
sur le marché congolais, il y a de toute évidence une concurrence déloyale. Qu'est-ce qui est fait pour ça? N'oubliez pas que la plupart de ces chaînes-là, les grands en tout cas que vous connaissez, les types de radio, etc., ils ont aussi des accords avec nos chaînes ici. Ils apportent soit les équipements techniques, soit ils assurent la formation aussi des agents. Et donc, c'est un apport qui peut être considéré comme un apport important. Mais ce que je veux surtout, ce sur quoi je veux surtout marteler, c'est que, nous ne devons pas avoir peur de la concurrence. La qualité de nos informations, de nos médias dépendra de la qualité de nos informations. Et je ne sais pas pour vous flatter, monsieur Lusakweno, vous savez que vous êtes... allez, je ne vois pas un média étranger vous concurrencer. Mais tout ça, c'est les fruits des efforts. Vous n'avez pas eu besoin de beaucoup d'argent de l'État, ou même pas du tout. Mais c'est de l'imagination, de la créativité, et c'est ce à quoi j'invite beaucoup d'entre vous qui restent encore dans une situation d'attente. Vous êtes ministre de la Communication et Médias, vous êtes porte-parole du gouvernement. Est-ce que la RDC communique mieux à l'international? Est-ce que la RDC communique mieux à l'intérieur du pays? Oui, là je reviens encore à une explication que j'ai eu à donner il n'y a pas longtemps. Nous avons un exécutif qui est bicéphale. Vous avez le président de la République, vous avez le gouvernement dirigé par le Premier ministre. Et donc, chaque institution, président de la République, a son porte-parole. Le gouvernement a aussi son porte-parole. Et donc, pour communiquer, il faut qu'il y ait, j'allais presque dire, des éléments qui soient en symbiose pour communiquer d'une seule et même voix. Il est difficile, il n'a pas été aisé, et je suis le seul, probablement l'unique ministre de la communication qui s'est retrouvé dans cette situation-là où il doit communiquer la position du chef de l'État et la position du gouvernement, même lorsque ces positions n'ont pas été harmonieuses. Nous avons eu pas mal de conflits. Rappelez-vous l'affaire Tunda avec ses conséquences, les prises de position. Rappelez-vous les invitations à la prestation des serments des membres de la Cour constitutionnelle. Donc, pour ne donner que ces deux exemples-là, le ministre que je suis devait absolument, entre guillemets, faire le choix. Et mon choix, c'est un choix qui est celui du primat institutionnel, c'est-à-dire je penche vers la communication qui est la communication du chef de l'État. Mais je suis d'abord porte-parole du gouvernement. Et donc, en ce sens-là, tout ce qui touche au gouvernement, la position harmonieuse du gouvernement a été en tout cas reproduite, soit à travers les conseils des ministres, les comptes rendus du conseil des ministres, soit à travers des communications. J'ai eu affaire, on va me dire que j'ai pas beaucoup parlé, mais comme dirait l'autre, trop parler peut tuer. Et donc, j'ai fait au minimum 5 conférences de presse, 5 points de presse et conférences de presse en français. Et j'ai communiqué aussi, je suis passé sur les grandes radios et télévisions. Mais le problème, c'est que en la matière, beaucoup de gens ont souhaité me voir en train d'attaquer. Or, nous ne sommes plus dans la même situation d'attaquer. Moi, je ne suis pas notre gouvernement. En tout cas, dirigé par le président, les institutions dirigées par le président Félix Tshisekedi n'ont pas eu peur de l'étranger, contrairement à ce qui a eu lieu avant. Avant, on voyait l'étranger, l'ennemi partout, venir agresser le Congo, attaquer. Mais nous, le président de la République son avènement a créé un climat tel que les relations étaient apaisées avec l'extérieur, et donc je n'avais pas à attaquer les pays voisins, je n'avais pas à museler la presse ici, à Internet ou je ne sais quoi. Et donc, c'était une façon d'être qui était nouvelle, mais qui n'est pas aisée à faire comprendre. Vous dites que la communication en République démocratique du Congo et dans le monde du gouvernement, c'est peut-être mieux fait entendre, mais en ce qui concerne le Covid, la communication, elle a été plus que laborieuse, n'est-ce pas? Oui, on peut dire qu'elle a été plus que laborieuse. C'est le constat qu'a fait le chef de l'État d'ailleurs, puisque dans un premier temps, vous savez que cette communication était du ressort du ministère de la Santé, et c'était une communication qui était classique, basique, spot télévisé, radio, etc. Quasi inexistante d'ailleurs, sinon totalement inexistante sur des radios comme Top Congo. Le chef de l'État a constaté cela et m'a invité à essayer une autre manière de communiquer là-dessus. Et je me suis adressé naturellement au Premier ministre
et je lui ai fait un rapport là-dessus, et il m'a été autorisé de faire ce que j'avais proposé, c'est-à-dire une communication de proximité, une sensibilisation de proximité. Cette sensibilisation de proximité voulait d'abord que je ciblasse d'abord les personnes ou les gens qui devaient recevoir cette information. C'est ce que j'avais fait, c'est-à-dire les personnes vulnérables, les gens qui habitent les coins les plus reculés, les gens qui sont réfractaires au message de la Covid. J'ai trouvé, donc, ce sont les gens qui habitent souvent les régions périphériques et même dans certains villages. Deuxièmement, il me fallait des vecteurs. J'ai trouvé alors les gens qui ont une certaine notoriété, les artistes qui ont une notoriété, les Saï-Saï, les Sobé, les Kwikwi et autres. Et puis ce message devait passer également par des gens dont l'attractivité est importante. C'est comme ça que j'ai pris des musiciens comme Werason, comme Alech, parce que les jeunes adorent Alech, Inosbi, etc., Barbara Kanan, et pour les plus âgés, il y avait aussi les Jean Goubal et les Bombenga. Donc bref, j'ai construit tout cela, et sans oublier les jeunes, les élèves, et là, je suis allé dans des écoles. J'ai fait la sensibilisation directement. J'ai pris aussi parmi les vecteurs des grands noms des confessions religieuses. Par exemple, j'ai vu le cardinal Monsengo en personne, le cardinal Ambongo, Papa Simon Kimbangu en personne. Je suis allé en Kamba où j'ai passé 3 jours pour sensibiliser, et c'était pas évident, mais en bout de compte, Papa Simon a accepté que les gestes barrières soient appliqués en Kamba. J'ai vu tout le monde, tous les grands. Et donc, pour finir, j'ai associé le spécialiste de l'éducation là-dessus. Et vous avez vu, j'ai produit des clips, j'ai produit des vidéos, j'ai produit des fascicules, notamment un dépliant où il y avait Mituna Zomi, Pebiano Zomi pour la coronavirus. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le Congolais croit que cette maladie existe réellement? Je crois pouvoir répondre en disant que le Congolais croit aujourd'hui mieux qu'il ne le croyait il y a quelque temps. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, il y a eu un progrès dans l'assimilation, dans l'appropriation de cette information sur la Covid. J'ai la faiblesse de penser que nous ne sommes pas étrangers à cette prise de conscience. Porte-parole d'un gouvernement de coalition qui a vécu parce qu'inefficace. Je cite le président de la République. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir pu faire qui ait changé cette perception du premier citoyen de la République? Mais la première des choses que je dois vous dire, c'est que je partage cette perception. Moi, je suis venu à la politique, vous me connaissez un peu, je suis venu à la politique, j'allais presque dire par souci de servir. Sinon, je n'aurais pas quitté là où j'étais pour venir ici. Et en tout point de vue, ma situation ici est moins bonne que celle que j'occupais à Belgique comme directeur à la GECAMIN. Mais j'ai accepté de venir servir mon peuple. Et quand je viens servir mon peuple et qu'il arrive que le président de la République, suggéré par mon président Vital Kamerhe, accepte de faire de moi son ministre, c'est pour qu'on fasse des choses concrètes pour la population là où je serai. Et moi, en tant que ministre, je fais le même constat que celui fait par le chef de l'État. Les gens me disaient, le président de la République, ça c'est, on entre un peu dans l'union sacrée, dans l'histoire de l'union sacrée, mais le président de la République, il a fait le même constat. Il a commencé par dire que il y a des ministres qui lui disaient qu'il ne sait pas faire ça parce que de l'autre côté, derrière, on ne veut pas que ça se passe comme ça. Deuxièmement, il a constaté également que dans l'agir du gouvernement, il y avait ces blocages-là. J'ai pris des exemples. Je vous dis, lorsque vous avez un gouvernement dont vous savez que la monnaie, elle est le reflet d'une situation économique, du budget tel que vous l'avez arrêté, de la manière dont vous l'exécutez d'une part, et d'autre part, de
des possibilités que vous donnez à vos importateurs d'avoir les moyens d'importer, d'où la problématique de la balance des paiements. Mais lorsque les miniers, qui sont les plus gros exportateurs, exportent et qui leurs revenus, de par la loi, doivent revenir en République démocratique du Congo pour au moins la moitié de ces revenus, et que ces gens-là ne rapatrient pas cet argent, c'est leur argent, des dollars ou des euros, c'est leur argent qui reviennent ici dans leur compte à eux, mais que la Banque centrale peut, en échange avec les francs congolais, utiliser pour donner de l'argent aux importateurs, etc. Et donc, soutenir la monnaie pour que notre monnaie puisse avoir... Donc vous pensez vraiment qu'il y a eu dans le chef de cette coalition des personnes qui ont œuvré à l'échec de la politique du président Tshisekedi? En tout cas, si les choses avaient été faites comme ça devait être fait, on n'aurait pas eu de difficultés. Ça, c'est un. Lorsque vous avez des problèmes comme la TVA, le remboursement de la TVA aux entreprises, lorsque nous sommes arrivés, nous avons trouvé un stock de TVA à rembourser énorme. Mais on devait peut-être aller doucement, mollo, mais lorsque vous mettez à rembourser plus vite que prévu, j'allais dire, c'est-à-dire vous amoindrissez les moyens dont l'État dispose pour agir. Lorsque vous accordez des exonérations en respectant pas les textes, attendez, vous avez également, je vous dis, le problème de la scolarité, etc. Il y a pas mal de sujets sur lesquels nous avons eu la conviction, en tout cas moi aussi, que nous n'irons pas loin et que c'était sciemment. Et d'où le président de la République, ayant fait ce constat que nous-mêmes, de l'intérieur, nous constations, eh bien, il en a parlé aux représentants du peuple qui, eux, ont fini par faire le même constat et donc ont décidé d'une manière ou d'une autre de laisser au président les leviers du pouvoir qui lui permettront d'agir, et nous n'aurons plus d'excuses puisque le président est là, il donnera le là, le gouvernement, le Premier ministre seront là pour exécuter, le Parlement sera là pour légiférer. Est-ce que ce ministère, le vôtre, est utile? Moi je le pense, parce que communiquer c'est important. S'informer, c'est important. Il y a des pays plus démocratiques que nous, plus développés, qui n'ont pas de ministère de la communication. Le porte-parole du gouvernement de grande puissance sont ministre de la culture, ministre de l'enseignement et occupe d'autres ministères. Le président de la République a dit qu'il faut diminuer la taille du gouvernement. Votre ministère devrait, selon vous, rester tel qu'il est? Bon, je ne veux pas parler pour ma propre chapelle, mais si je devais m'abstraire de ma qualité de ministre, je pense surtout pour ce qui reste à faire, avant de rendre cette situation un peu autonome. Je crois c'est une nécessité, que ce soit moi ou mon successeur. Vraiment, je veux que ce soit un ministère qui reste, ne fût-ce que pour faire ce travail-là de qualité et remettre les choses à leur place en termes de l'information, parce que l'information, c'est un droit constitutionnel. Et il faut que l'information, le peuple, la population et tous ceux qui nous écoutent ailleurs, ou nous suivent ailleurs, puissent se dire qu'effectivement, il y a une information qui est donnée par les médias congolais, une information crédible. Deuxièmement, il faut quand même que les gens qui travaillent là-bas puissent se retrouver dans des conditions un peu meilleures que celles qui sont les leurs ici. Nous avons des valeurs qui sont là mal utilisées. Et voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire en manière telle que moi je pense que ce serait plutôt une bonne chose que de le conserver, moi ou pas moi. Je pense que c'est une nécessité. Mais vous souhaiterez bien vous succéder? Ça, c'est la volonté du chef de l'État et du président de mon parti. Je ne veux pas en dire plus. En parlant du président de votre parti, procès en appel imminent, suspendu encore après avoir suspendu pour les mêmes raisons que les précédentes. Human Rights Watch se lève et parle d'un procès pas tout à fait juste. Une réaction? Bon, écoutez, moi, j'ai du mal à m'exprimer sur ces sujets parce que je suis membre du gouvernement et que séparation de pouvoir oblige, et je ne peux pas attaquer les décisions de justice. Mais chacun connaît mes relations avec Vital Kamerhe, ce sont des relations, j'allais dire, qui sont très profondes. Et je crois que ce sont des relations presque d'affection. Mais ce que je veux dire ici, c'est que moi, qui suis si proche de Vital Kamerhe,
moi qui suis si proche de Vital Kamerhe, je crois que si Vital Kamerhe avait volé 57 000, avait détourné 57 millions de dollars, j'aurais été probablement parmi ceux qui l'auraient remarqué le premier. Et donc je ne vois pas, moi, je suis comme l'homme de la rue, comme beaucoup d'autres, qui se disent, il a détourné, il a pris l'argent, détourné, c'est-à-dire il a pris l'argent qui appartient à l'État et il en a fait un usage autre que celui auquel il était destiné. Moi, défini comme tel, je n'ai, en tout cas, vous tous qui avez suivi ce procès, les gens ont du mal à montrer. Et ce d'autant plus que celui qui a gagné ce marché a reconnu avoir reçu la totalité de ce qui lui était dû. Et par ailleurs, il affirme que les biens, les ouvrages, les biens qui avaient été commandés à cet effet sont disponibles, sont visibles. Alors, je ne sais pas comment on peut avoir détourné 57 millions et puis on voit les ouvrages qui sont là, qui coûtent, à supposer même que ça coûtait 100 000, mais ce n'est plus 57 millions, c'est 49 millions 900 000 par exemple. Alors il faut qu'on soit clair, quand vous dites quelqu'un il est condamné pour avoir détourné 57 millions, il faut qu'on arrive à montrer que c'est véritablement 57 millions. Je suis comme beaucoup de Congolais qui pensent vraiment que Vital Kamerhe à sa place sur la place politique et sur la place politique, et que ce qui lui est arrivé, en tout cas, je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose qui ait été bien ajusté, en manière telle que je crois en son innocence et j'en appelle à son acquittement.